Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous retrouver au Palais de la Culture de Tunis pour ce débat penser dans une langue, écrire dans une autre. Alors avec moi pour débattre de cette question, nous avons Kim Thuy qui nous rejoint depuis Montréal. Bonjour Kim Thuy. Bonjour. Donc Kim Thuy, vous êtes romancière, vous avez eu plusieurs vies, vous nous raconterez, et votre dernier roman s'intitule M, voilà. Avec nous sur le plateau, Abigail Assor, marocaine, qui a écrit un roman qui s'appelle Aussi riche que le roi. Voilà. Avec nous aussi qui vient, je vais laisser Beata s'installer, et Meriem Alaoui du Maroc aussi, qui est là avec nous pour son roman La vérité sort de la bouche du cheval. Voilà. Et Beata Oumoumbiei Meres, pour tous tes enfants dispersés, il nous manquerait un micro en fait, si c'est possible, ou alors peut-être, voilà, je ne sais pas s'il y a suffisamment de micros. Excusez-nous, voilà, on va voir s'il y a assez de micros. Donc bonjour à toutes les quatre pour évoquer cette question de l'oralité, en fait, entre l'oralité et la littérature, l'oralité et l'écrit. Comment vous construisez votre oralité et toutes les quatre, vous avez des histoires différentes en rapport avec ce travail d'oralité et surtout parce que vous êtes peut-être entre plusieurs langues. Alors pour commencer, pour introduire, on va peut-être citer cette phrase de Kafka qui disait « Je parle toutes les langues, mais en yiddish ». Alors je me tourne vers moi, Kim Thuy, parce que c'est quelque chose que peut-être vous avez ressenti en fait dans vos romans. Vous m'aviez dit, quand on avait préparé cet entretien, que effectivement certaines personnes avaient lu vos romans et ils vous ont dit, c'était des romans écrits en français, et vous ont dit mais j'ai eu l'impression de lire du vietnamien. Alors expliquez-moi. Oui, je crois que malheureusement, je ne possède plus assez bien le vietnamien pour pouvoir réfléchir seulement en vietnamien. Si je ne réfléchissais qu'en vietnamien, je crois que, ben, je vous donne l'exemple, je connais le mot tristesse, mais je ne connais pas, par exemple, le mot nostalgie ou mélancolie ou oui, voilà, les nuances du mot tristesse. Et donc, je n'ai que les mots très génériques en vietnamien, sauf que j'ai encore le vietnamien. J'ai été élevée en vietnamien jusqu'à l'âge de 10 ans, éduquée en vietnamien jusqu'à l'âge de 10 ans, et j'ai continué à parler vietnamien à la maison. Et donc, la musicalité du vietnamien est encore dans ma tête. Et donc, je crois que quand j'écris en français, le choix des mots, le choix du rythme reste très vietnamien quelque part. Et parce que le vietnamien est monosyllabique, ce qui est très différent du français, alors, quand on lit mon écriture, je crois qu'on le ressent, cette musicalité-là. Donc, on a l'impression de lire un livre en vietnamien. C'est une sensation peut-être qui vous est familière, Beata. Je me tourne vers vous. Est-ce que ce que dit Kim Thuy résonne en vous par rapport à votre travail justement sur le Kinyarwanda que vous avez mené pour, euh, pour votre livre parce que vous me disiez aussi que, bon, pour vous, la langue du Kinyarwandaise, vous l'aviez eue toute enfant, mais très tôt, vous aviez été à l'école en français. Et donc, il a fallu faire un travail pour retrouver le Kinyarwanda. C'était quelque chose qui a été travaillé pour retrouver cette oralitude du Kinyarwanda pour votre roman. Bonjour à toutes et à tous. Merci Christine pour l'introduction. Et le Kinyarwanda, alors comme Kim Thuy, c'est ma langue maternelle, une langue domestique pour moi. C'est la langue qu'on parlait à la maison, la première langue que j'ai apprise. Mais très vite, le français est arrivé dès l'école maternelle, en réalité, puisque j'étais dans une école internationale belge, le Rwanda ayant été colonisé par la Belgique. Et je dirais que, et donc le français, c'est la langue dans laquelle j'ai appris à lire
et à écrire. Donc je suis rentrée vraiment dans la littérature par le français. Et je serais incapable, moi aussi, d'écrire en Kinyarwanda. Même quand je lis des poèmes en Kinyarwanda, il y a pas mal de vocabulaire qui me manque. Néanmoins, il était essentiel pour moi, dès le départ, de faire entendre cette langue, parce qu'une langue, ce n'est pas que des mots, c'est aussi une culture. C'est aussi une façon de voir le monde. Mon premier livre, mon premier recueil de nouvelles publié un titre en Kinyarwanda parce que je considérais que ce mot-là, qui est le même pour dire hier et demain, en le traduisant, on aurait perdu ce que ça signifie pour un peuple d'avoir le même mot pour envisager la temporalité. C'est une façon de voir le monde. Mais je ne dirais pas que, par exemple, dans le rythme, je cherche forcément le rythme du Kinyarwanda, comme a pu faire David Diop quand il a écrit Frères d'âme et qu'il a été chercher, lui, dans sa langue paternelle, le Wolof, un certain phrasé, une certaine façon de dire les choses avec ses répétitions, etc. Moi, je dirais plus que c'est dans une façon de parler qui est fait de beaucoup de métaphores, qui est fait de beaucoup de non-dits. Comme a dit un ami écrivain, il y en a autant. Il m'a dit, c'est vraiment, et c'était un cadeau, j'ai l'impression que c'est le premier roman rwandais moderne, parce qu'il y en a autant dans ce qui est dit que dans ce qui est tu. Donc c'est cette façon-là d'avoir, cette façon qu'on a de parler, qui est présente, et puis effectivement, moi, je mets des mots de Kinyarwanda, je mets des proverbes, mais parfois je ne les traduis pas. Et pendant longtemps, j'avais l'impression que ça ne pouvait pas être accepté par les éditeurs, parce qu'il fallait que le lecteur, la lectrice non rwandophone puisse comprendre. Et puis, je cite souvent la lecture de Chimamanda Ngozi Adichie, l'écrivaine nigériane, que j'ai lu soit en anglais ou soit en français, mais où je voyais qu'elle mettait beaucoup de mots d'Igbo, sa langue maternelle, sans pour autant les traduire, et que ça ne nuisait pas à la compréhension du texte, et au contraire, ça y ajoutait une certaine texture qui m'intéressait moi. Et ça m'a libérée en voyant ça, en me disant, mais oui, mais je peux le faire également. Et c'est pas pour faire exotique, c'est pas pour faire couleur locale, c'est vraiment parce que c'est de là d'où je parle, quoi. Oui, c'est très intéressant, et on y reviendra parce que je pense qu'il y a des points sur les silences aussi dans l'oralité qui aussi on disent beaucoup surtout comme quand vous voulez traduire, rendre audible des mémoires traumatiques en fait. Et c'est très intéressant, et on y reviendra avec Kim Thuy. Mais avant je voudrais passer la parole à Myriam Alaoui, parce que votre démarche dans votre roman, c'est un long monologue d'une prostituée. Et vous m'aviez dit, le texte m'est venu comme ça, j'entendais cette femme me parler, et en arabe dialectal marocain, et vous l'avez écrit en français. Donc, ce monologue, déjà, à qui il s'adressait, et ce transfert de langue, est-ce que vous pouvez nous parler comment ça a fonctionné dans votre tête ? Alors, le monologue, à qui il s'adresse, je ne sais pas. Au départ, je ne savais pas du tout. Je ne suis pas sûre d'en savoir plus maintenant. Peut-être qu'il s'adresse au lecteur, en fait. Donc, peut-être qu'elle s'adresse, elle, directement au lecteur. Après, ce n'est pas tout à fait un monologue dans le sens où elle est la narratrice et elle parle à la première personne, mais elle décrit sa vie. Parfois, on est dans des monologues où elle est dans ses pensées, donc là, on est vraiment dans la réflexion, mais sinon, c'est une histoire comme une autre, avec des dialogues, etc. Alors, c'est vrai que j'ai pensé en arabe, pas tout le temps, hein, pas à 100%, mais j'ai souvent pensé en arabe en faisant de l'interprétation simultanée vers le français, simplement parce que la narratrice est une prostituée, qu'elle n'a pas vraiment d'éducation, qu'elle a plus ou moins, enfin elle a très peu été à l'école, et donc sa langue c'est la darija, c'est l'arabe dialectal marocain, donc c'était pas
possible, en tout cas pour moi, de faire cet exercice-là sans me mettre dans sa tête et tout en gardant une certaine crédibilité. Voilà. D'accord. Et vous, Abigail Assor, votre personnage est aussi un peu entre deux mondes, en fait, entre deux langues. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez construite dans cet environnement entre deux langues, entre deux mondes, entre deux oralités? Oui, donc mon personnage Sarah est française et elle déambule en fait dans la ville de Casablanca où elle essaye d'avoir accès à des sphères plus bourgeoises, plus favorisées qu'elle. Elle vient d'un milieu assez défavorisé. Et c'est vrai que son seul moyen d'accès à ces milieux-là, c'est la langue française. Parce qu'encore aujourd'hui, au Maroc, et c'est la conséquence de 44 années de protectorat, le français reste la langue de la bourgeoisie, ça reste une langue qui n'est pas simplement une langue, qui est aussi un symbole, qui est aussi un symbole de domination sociale. Et il n'était pas possible pour Sarah, donc mon personnage, d'avoir accès, de rencontrer ces gens si elle avait été marocaine de la même condition sociale ou dans ce cas ça aurait été comme la narratrice de ton livre Meriem, elle aurait parlé l'arabe dialectal marocain. Là le français en fait lui permet d'avoir une clé vers ces milieux-là qui sont vraiment caractérisés par cette langue. D'accord. Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir, Kim Thuy, par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, sur la temporalité avec Beata, c'est ça, la langue vietnamienne n'a pas de temps de verbe. Vous voyez, c'est toujours à l'infinitif. Et donc, on ajoute une particule de temps au début, c'est-à-dire on dit en janvier, lundi, hier et tout ça. Et puis, la conversation continue sans qu'on répète sa particule de temps. Mais je ne sais pas pourquoi, on se comprend quand même. Et donc, quand j'écris en français, ma plus grande difficulté, c'est la temporalité. Tout est dans le présent pour moi. Je suis incapable de voyager, de savoir exactement où se place le passé simple par rapport à l'imparfait, par rapport au passé composé, par exemple. Pour moi, tout est au même endroit. Et je trouve fascinant que le français ait le futur antérieur. Vous voyez, d'être en avant et en arrière en même temps. Et en même temps, voilà, je me dis comment ça se fait qu'après 100 ans de présence de la France au Vietnam, il n'y a pas eu une influence quand même, parce qu'on voit le français influencer le vietnamien à d'autres niveaux, mais au niveau de la temporalité, il n'y a pas eu d'influence. Et aussi, Beata, vous avez parlé de silence. Dans la culture asiatique, il y a énormément de silence. Et je sais que les traductrices de mes livres, à chaque fois que je les rencontre, ils disaient « Ah, le plus difficile à traduire, ce sont tes silences. » Et donc, oui, tout à fait. Je crois que quand on écrit, on porte aussi l'histoire de de ma langue maternelle, ma première langue maternelle. Parce que le québécois est ma deuxième langue maternelle, je vous dirais. Et du coup, par rapport à ces silences et à cette... bon, je vais être plus simple, excusez-moi. Par exemple, dans votre dernier roman, M, vous avez fait un travail documentaire de recherche. C'est l'histoire d'orphelins, en fait, qui sont récupérés pour être envoyés aux États-Unis par l'armée américaine, enfin par des proches de l'armée américaine. Et du coup, vous avez écouté des documentaires, des récits, des témoignages de Vietnamiens. Et vous m'aviez dit que pour vous, c'était important de les avoir entendus en vietnamien. Pourquoi? Parce que on ne s'exprime pas de la même manière quand on exprime dans une langue autre que notre langue maternelle. Parce que la deuxième langue est déjà une langue apprise, vous voyez. Et dans mon cas, c'est différent parce que je suis au Québec depuis 42 ans et donc la langue québécoise est devenue mienne. Mais si vous demandez à un Vietnamien qui parle très bien le français, pour raconter une histoire, la personne va raconter très différemment
en français et en vietnamien, parce qu'il y a des mots qui ne se traduisent pas. Et très simplement, j'essaie toujours de convaincre les unilingues anglophones d'apprendre le français, parce que dans la langue anglaise, on n'a pas le mot gourmand et gourmandise, parce qu'ils n'ont pas les habitudes de manger longuement à table, avec plaisir, mais aussi un peu de culpabilité, parce qu'on ne mange plus pour assouvir sa faim et tout ça. Donc, quand on parle en vietnamien, voilà, il y a des mots qui portent l'histoire vietnamienne qu'on ne peut pas traduire. Et donc, mon travail à moi, quand j'écris, c'est d'essayer de transposer cette culture dans la culture francophone. Donc, ce n'est pas une traduction, mais vraiment une transposition, si vous voulez, d'une culture à une autre. Mais Voilà. pour revenir à ces documentaires, à ces témoignages que vous avez entendus en vietnamien, pardon, il y avait beaucoup de pudeur, vous m'aviez dit, dans leur manière de décrire la situation. Et c'était pour revenir à cette question des silences d'une mémoire traumatique. Et ça me renvoie à vous, Beata, vous parliez des silences tout à l'heure. Comment justement, dans un travail où on veut revenir sur une mémoire traumatique comme celle que peut être celle des survivants du génocide au Rwanda, comment vous avez dans votre livre très bien, enfin c'est magnifique pour cela parce que vous rendez audible ce qui était inaudible, mais comment vous avez travaillé sur ces silences pour les rendre à nos oreilles, les faire venir à nos oreilles? C'est l'écrivaine Anna Langfuss, qui était originaire de Pologne, survivante de la Shoah, qui a été une des premières à écrire de la fiction sur la Shoah. Donc sa langue maternelle, c'était le polonais. Elle est arrivée en France et elle a écrit... elle est décédée assez vite, donc elle n'a écrit que 3 romans, dont un qui a eu le prix Goncourt, et qui disait, pour dire cette histoire, il faudra beaucoup de silence. Alors, le silence ne veut pas dire que c'est indicible et innommable, c'est très difficile à dire, mais les témoignages le prouvent, que ce soit les témoignages de survivants de la Shoah ou de génocide contre les Tutsis. Moi, je me suis rendu compte que ce qu'il y avait, c'était plutôt quelque chose de l'ordre de l'inentendable. Si on arrive en disant « je vais te raconter ça », ce qui s'est passé pendant ces 100 jours où 1 million de personnes ont été massacrées, en général, on voit dans le regard des gens qu'ils ne sont pas prêts et que c'est trop dur. Et moi, il m'a fallu pratiquement 20 ans pour passer de cette inentendabilité à une démarche d'écriture qui rende cela entendable, en passant par la littérature et en passant par... Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a quand on discute avec les autres amies survivantes, de presque vouloir protéger les autres en disant « mais j'ai une amie qui m'a fait rire un jour parce qu'elle me racontait son chemin de croix, comme on dit, et je lui demandais si elle avait vu un thérapeute. Elle m'a dit oui, bon, on m'a envoyé voir un psy, donc en France. Et elle me dit non, mais tu te rends pas compte, il serait devenu fou si je lui avais tout dit, donc non, j'ai édulcoré, quoi. Donc il y a cette délicatesse que nous avons, je trouve, souvent par rapport aux autres, en essayant de... Alors, moi, c'est pas édulcorer, mais c'est trouver une langue, peut-être dire les choses dans une certaine douceur, ne pas tout dire effectivement, ou comme les Rwandais et les Rwandaises le font généralement, faire comprendre à demi-mot. Et mon choix, par exemple, de parler dans tous mes textes, que jusqu'à présent, que ce soit les nouvelles ou le roman Tous tes enfants dispersés, de l'avant et de l'après, c'est aussi une façon non frontale de raconter les choses, mais ça n'empêche pas que les gens puissent saisir jusqu'où l'ignominie est allée et comprendre surtout les conséquences de cette histoire. Une autre chose, j'écoutais ce que vous disiez avec Kim Thuy sur l'idée d'écouter les témoignages en vietnamien. On a aussi cette chose chez les Rwandais de dire les choses et finalement d'une façon que quelqu'un qui n'est pas de notre culture ne va pas les comprendre. Il y a toujours souvent des sous-entendus et
Alors d'une façon beaucoup plus dramatique, dans les années avant le génocide, il y avait le journal à la radio en français, donc en Kinyarwanda, qui est donc la langue de tout le pays, hein, on n'a pas d'autres langues, nous. Kinyarwanda, français, anglais et parfois swahili. Et si on connaissait ces 3 langues, on se rendait compte que ce n'était pas la même chose qui était racontée. Et un autre exemple, au tout début du génocide, la ville d'où je suis originaire, Boutaré, était le sud du pays. C'était une ville considérée vraiment comme très modérée, la seule ville à avoir un préfet Tutsi. Et le gouvernement génocidaire était un peu énervé de voir qu'on ne commençait pas à tuer chez nous. Donc le président est venu, qui était lui-même originaire de cette région, et il a fait un discours très célèbre, le discours du 19 avril 1994. Si vous l'écoutez, vous allez vous dire que oui, bon, il est en train de dire aux gens que là, il va falloir s'organiser pour faire un travail efficace pour la population, mais nous, on savait que travailler, qui est un mot très neutre, voulait dire massacrer les Tutsis. Et donc, quand il disait aux gens, il faut travailler, et moi, aujourd'hui, c'est aussi des mots qui, à un moment donné, deviennent porteurs de quelque chose, d'une symbolique, que quelqu'un qui apprend la langue en étant étranger ne comprendra pas. Ne comprendra pas ce qui se cache derrière moi, le mot. Moi, j'ai du mal aujourd'hui à dire le mot gukora, travailler, parce que je sais qu'il a été... Mais c'était entre nous, on se comprenait entre nous. C'était une sorte de huis clos linguistique, métaphorique, qui peut être absolument monstrueux en l'occurrence. Et juste pour, je ne sais pas, j'avais noté un extrait de votre livre pour illustrer ce que vous disiez sur la manière dont vous employez les proverbes, parce qu'ils apparaissent tout au long du roman. Je ne sais pas si vous... Je ne vais peut-être pas le parler, enfin le dire correctement. Je ne sais pas si vous voulez nous le lire, là, réparer les cœurs. Oui, enfin, déjà, oui, soit réparer les cœurs, c'est un très beau... Gusana imitima, réparer les cœurs. Celui de Bosco s'est éteint. Quel gâchis, maman. Jamais plus nous ne serons tous les 3 réunis dans ce salon. Jamais plus d'histoire sur ce petit banc au pied des jacarandas. Notre famille en charpie. Un jour, je viendrai te présenter ton petit-fils, Stockley, et j'espère qu'alors tu retrouveras ta langue de mère pour lui expliquer ce proverbe que tu m'as appris. Le chagrin ne tue pas, il abîme. D'ailleurs, est-ce la bonne traduction? Est-ce il abîme ou il rend mauvais? Je ne sais plus, je ne sais pas. Le chagrin a tout balayé, il a emporté Bosco, mon immense petit frère revenu de la guerre, sans blessure apparente. Merci pour cette lecture. Et, ça m'a permis de rebondir sur quelque chose que tu as dit que je trouve très, très intéressant quand tu parles du fait que les choses soient inentendables et non pas innommables. En fait, on se rend compte que la parole, elle est jamais pour soi et on parle jamais pour soi, on n'écrit jamais pour soi non plus. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout du fil et à chaque fois, parler, écrire, c'est toujours faire entendre, témoigner. Et ça me fait me poser la question, est-ce qu'il y a vraiment une écriture qui ne soit pas un témoignage, qui ne soit pas une déclaration presque de guerre sur une expérience intime, politique? Il faut toujours quelqu'un à l'autre bout du fil. Quelqu'un à l'autre bout du fil, Myriam, ça vous évoque quelque chose dans votre prostituée que vous avez? Pourquoi vous avez choisi ce personnage et de la faire parler ainsi? Je l'ai pas choisi, c'est elle qui m'a choisi. En fait, j'avais pas l'intention d'écrire un roman au moment où j'ai commencé à l'écrire et je savais pas, j'avais pas d'histoire à raconter. Et en fait, c'était un soir d'ennui. C'est un début de soirée d'ennui d'une journée très très longue d'été. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je m'ennuie.
Et voilà, j'ai ouvert l'ordinateur et j'ai commencé à écrire. Et puis voilà, il y a des pages qui sont sorties et donc ça m'est tombé dessus. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous entendiez en fait par rapport à l'oralité de cette femme? Est-ce que c'était parce que vous étiez en Californie quand vous avez écrit ce roman? Est-ce que vous retrouviez la sonorité du Maroc autour de vous en même temps quand vous l'écriviez ou pas du tout? Vous étiez dans la réalité californienne, au bord de la mer? J'étais pendant les séances d'écriture, non, j'étais complètement à Casablanca. J'étais plus du tout. D'ailleurs, j'étais même plus moi-même. Donc, alors vous imaginez l'environnement extérieur à moi. Si je suis déjà pas moi-même, il n'existe plus. Donc non, j'étais à Casablanca, dans la tête de Jumia, dans son univers, dans ses rêves, dans les gens qu'elle déteste, dans ce qu'elle aime, voilà. Kim Thuy, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, j'allais rebondir sur voilà, ce que vous venez de dire tout sur le silence et le message en même temps et comment est-ce qu'on fait pour exprimer ce message-là. Et je sais que dans la culture, dans la culture vietnamienne, il faut presque ne pas faire porter la tristesse à l'autre. Donc, on essaie de ne pas pleurer devant l'autre pour que l'autre n'est pas être témoin, non, comment dire, Pour ne pas mettre l'autre mal à l'aise. Non, même pas, je vous dirais, c'est dire si la tristesse n'a pas de témoin, elle peut ne pas exister. Vous voyez, donc on peut passer à côté et faire semblant qu'elle n'existe pas. Et donc on essaie le plus possible de ne pas lui donner de témoin. Et je vous raconte l'histoire d'un couple d'amis de mes parents. Ils m'ont raconté que voilà, pendant la guerre, donc, la jeune fille qu'elle était, elle avait 15-16 ans, elle devait être évacuée de chez elle. Et donc, elle courait sur le tarmac pour aller vers l'avion. Et en courant, elle portait, le seul bien qu'elle a transporté, c'était une boîte de souvenirs de petites choses qui lui avaient été offertes par son amoureux. Et donc des petites roches, des petites barrettes, rien de très sérieux, mais c'est tout tombé par terre et elle a réussi à tout ramasser. Bon, bref, heureusement, ils se sont retrouvés, ils se sont enfuis du Vietnam quelques années plus tard, ils se sont retrouvés au Québec. Et lui, il était médecin et elle voulait absolument qu'il puisse étudier pour recommencer la pratique de la médecine. Et donc, ils étaient dans un mini-appartement avec une autre famille. Donc, elle l'a installé dans le garde-robe et il devait étudier. Elle lui disait, écoute, je m'occupe de tout, le loyer, les enfants, la nourriture et tout. Toi, tu étudies. Et donc, elle faisait 2 emplois et elle me racontait que quand elle revenait le soir, elle devait s'arrêter devant la porte pendant quelques minutes pour s'habiller d'un sourire. Parce qu'elle voulait rentrer dans la maison et ne pas laisser transparaître la fatigue pour que son mari puisse se concentrer seulement sur ses études et non pas porter en plus cette fatigue-là. Et je crois que ça fait partie de la culture et on le voit même dans la langue, dans la façon qu'on exprime les choses. Et c'est vrai que c'est pour l'autre. On essaie de ne pas faire porter la lourdeur, le poids, les mots, ce qui est impossible ou difficile à porter à l'autre, je crois. Et quand vous construisez les dialogues dans votre roman, comment vous réfléchissez à faire parler vos personnages? Est-ce qu'ils sont dans une construction justement intemporelle pour refléter la langue vietnamienne, ou comment vous construisez cette oralité de vos personnages? Et vous savez, je dois écrire toujours avec une correctrice québécoise qui me suit vraiment littéralement dans le document pour m'aider avec les temps de verbe. Et elle me demande souvent, où es-tu sur la ligne du temps? Parce que quand je raconte, mais j'ai beaucoup de difficultés à écrire des dialogues parce que je ne réussis pas à avoir l'oralité de quelqu'un d'autre que la mienne. Mais je sais que la particularité probablement de la langue vietnamienne, c'est qu'elle avait été
elle vient du chinois. Donc, elle avait été créée à partir des images, des idéogrammes et des pictogrammes. Et la France est arrivée vers 1800, ouais, vers 1850, je crois, la langue a été transformée pour être écrite aujourd'hui avec l'alphabet romain, avec ABCD. Mais étant donné qu'on est une langue monosyllabique, elle est plutôt, je la décrirais comme étant une langue verticale, vous voyez, parce que en français, on ajoute des syllabes pour faire des nouveaux mots, hein, constitutionnel, constitution, conditionnel, constitutionnellement, anticonstitutionnellement. Donc, dans ma tête, c'est une langue vraiment à l'horizontale, alors que le vietnamien, parce qu'il y a juste un son, on n'a pas le choix, on doit y aller à la verticale avec les tons. Et là, le vietnamien qui, comme le chinois, une langue tonale, euh, pour avoir assez de vocabulaire, a été transformée pour devenir une langue au son et non plus une langue à partir des idées ou des images. Et là, il y a il y a une torsion en fait, ou une distorsion dans la langue vietnamienne. Et ça, probablement que ouais, ça transparaît dans mon écriture. Et Myriam Alaoui, est-ce que ça vous évoque quelque chose, justement, cette construction de l'oralité, quand on passe de l'arabe dialectal pour les dialogues, de l'arabe dialectal au français? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça? De l'arabe au français, ça fait des constructions différentes. En fait, en travaillant sur ce texte, je me suis rendu compte aussi, et puis comme j'étais aussi aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de similarités entre l'arabe dialectal marocain et l'anglais qu'entre l'arabe et le français, ce qui est assez bizarre. Et ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai constaté qu'il y avait énormément de points communs dans la manière de réagir marocaine, de rebondir, de s'exprimer dans le phrasé, dans l'emploi des surnoms, des colibés. C'est une manière qui est très proche des États-Unis aussi. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'était très intéressant de constater ça. Alors après, dans le texte, bon, ça reste un texte qui est écrit en français, donc il y a une structure grammaticale française, c'est des mots français, même si j'emploie parfois des mots en arabe, mais ça je l'ai fait vraiment pour les mots qui étaient intraduisibles parce qu'ils portaient énormément de choses. Par exemple, Shumkara, c'est un tout petit mot, mais alors c'est une personne qui est SDF, qui se drogue, qui a des cicatrices, qui agresse, qui traîne dans la rue. Donc tout ce mot de Shumkara dit toutes ces choses-là. Et c'est un mot récent, en fait, qui a émergé récemment, parce que ce que vous décrivez, c'est des stigmates assez récents d'une vie moderne. Oui, c'est un parler de rue qui est peut-être, je ne sais pas trop à quel moment, à quelle origine est-ce qu'il a émergé, mais à quel moment il a émergé, mais bon, c'est peut-être dans les 20 dernières années. Mes parents, dans leur jeunesse, ne disaient probablement pas Shumkara. Il devait y avoir d'autres mots pour dire ça, mais voilà. Donc l'arabe dialectal, c'est une langue qui est très directe. Le français, c'est une langue qui est plus alambiquée, c'est plus long. On commence la phrase là, et puis on part ici, puis on revient et on repart. Il faut retourner au début de la phrase sans en perdre le cours et la structure. Donc, oui, l'exercice était sympa pour moi parce que ça m'a permis aussi de mieux palper les différentes langues que j'emploie. Beata, ça vous évoque des choses qu'on raconte sur comment on construit l'oralité, justement le dialogue, quand on a envie de traduire cette oralité particulière au Kinyarwanda? Moi, en vous écoutant, je pensais au fait que par exemple, j'ai écrit une nouvelle qui m'a été inspirée par cette histoire d'accent tonique qui est très importante aussi en Kinyarwanda. Et je réfléchissais, enfin je me suis rendu compte, c'est souvent en parlant, je me dis tiens, si on ne met pas l'accent tonique au même endroit, un mot qui s'est orthographié exactement de la même façon va avoir un sens différent. Et donc il y a une nouvelle, donc le titre quand on le lit c'est... on ne peut pas savoir où est l'accent tonique parce que ça ne se marque pas. Moi, je viens, alors contrairement au vietnamien qui écrit, à l'arabe qui écrit, le Kinyarwanda jusqu'à l'arrivée de la colonisation, c'était vraiment uniquement une langue orale. Et il dit chou chou, il dit chou chou. Donc l'un veut dire
idiot, idiote, et l'autre veut dire une ombre. Et donc j'ai écrit toute une histoire à partir de ça, sur une gamine dont l'ombre prend la tangente, se libère, et son ombre, c'est au moment de la puberté, son ombre va ça commence par « mon ombre a eu des seins avant moi ». Et cette gamine va se rendre compte que son ombre a une avance sur elle. Et en même temps, c'est un enfant jumelle, c'est la fille, son frère jumeau, elle est l'ombre de son frère, et je joue sur tout ça, mais au départ, et donc j'arrive à la conclusion qu'elle n'est pas si idiote qu'on croyait, puisqu'elle va réussir à assassiner son ombre en la coupant à la plante des pieds avec une machette. Mais au départ, l'idée vraiment de cette nouvelle vient de juste d'un mot et donc de ma langue. Et je m'inspire beaucoup, je vais beaucoup puiser dans ma langue pour écrire. Mais c'est important aussi pour moi de la rendre présente parce que d'un point de vue, je dirais presque politique, notre histoire, et l'histoire notamment du génocide, les racines de cette histoire sont dues au fait qu'on a été raconté par d'autres. Et que les colons belges arrivant avec des théories fin 19e d'inégalité entre les races arrivent dans une population, dans un pays qu'ils ne comprennent pas, ils plaquent leurs histoires wallon-flamand, une lecture qui n'avait rien à voir avec la réalité. Ils disent vous êtes deux ethnies différentes, alors que les Hutus et les Tutsis parlent la même langue, la même culture, la même religion. Et donc aujourd'hui, c'est presque une question importante pour moi de dire réapproprions-nous notre narratif avec notre culture. Et le Rwanda aujourd'hui est un pays qui a beaucoup investi dans cette idée de quelle est notre vraie culture, comment sommes-nous un peuple rwandais en allant chercher dans la tradition. C'était indispensable pour moi que cette langue, que cette culture que porte la langue soit absolument centrale dans mes récits. Ce que vous dites, on s'éloigne un peu du thème de l'oralité, mais ce que vous dites, Beata, me fait penser à ce que vous m'avez dit, Abigail, par rapport à votre travail sur votre communauté, en fait, les Juifs marocains, une petite communauté, et vous avez envie aussi de témoigner, peut-être pas dans le livre aussi riche que le roi, mais dans un projet futur, vous avez envie de travailler sur cette culture, cette tradition, cette histoire-là pour qu'elle soit... Oui, c'est vrai que surtout aujourd'hui, les Juifs marocains, c'est une toute petite communauté de 1500-2000 personnes qui sont en général dans les grandes villes et surtout dans la ville de Casablanca où j'ai grandi. Et puis moi, j'ai grandi dans ce pays-là où on me disait très souvent tu es marocaine comme nous, tu es marocaine comme nous. Et en fait, moi, ce que j'entendais, c'est si on a besoin de me le préciser, c'est que je ne suis pas du tout marocaine comme eux. Sinon, il n'y aurait pas besoin de me le dire. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette notion d'étrangeté que les Juifs, de toute façon, ont eu dans tous les pays du monde, de communautés très souvent assez maltraitées. Mais surtout toujours déjà un peu étrangère par rapport au pays dans lequel la communauté se situait, alors même qu'ils en partageaient la langue, les plats, la culture. Et je me suis beaucoup interrogée sur ma propre arabité en tant que femme juive marocaine et sur une manière en fait d'écrire à nouveau ce narratif, comme tu disais, sans être dans quelque chose d'idyllique, mais en fait de toujours un peu faux, parce que quand on dit tu es marocaine comme moi, c'est qu'il y a un souci, et en même temps sans être dans un narratif où ça se passait très mal, et puis tout le monde était ennemi, et à la fin ils sont partis, et c'est pour ça qu'il n'y en a plus que 2000, et en fait d'aller vraiment regarder l'histoire, regarder toute l'ambivalence de l'histoire, comment ces deux religions concitoyennes ont été tout à la fois amis et ennemis, comme deux frères qui se fâchent de temps en temps. Et ça me permet aussi de me situer, moi en tant que Marocaine, de ne plus douter que je suis une vraie Marocaine.
En fait, je suis marocaine de la manière... le monde m'a proposé une façon d'être marocaine, et puis c'est la mienne, elle n'est pas moins bien que les autres, c'est juste ça. Et en l'occurrence, la langue a été le sujet d'une étrangeté pour moi, parce que évidemment, le français, c'est une langue qui est aussi liée à la classe sociale, mais en l'occurrence, les Juifs marocains, pour des raisons historiques, coloniales, complexes, enfin pas si complexes que ça, mais les Juifs marocains, leur première langue est le français. Et bien souvent, ils parlent très mal l'arabe, parce que la colonisation française a commencé en 1912 au Maroc, mais la France, pour les Juifs, a créé des écoles depuis 1860. Donc, au moment c'est un travail de séduction, évidemment. Donc, au moment de l'arrivée des Français au Maroc, depuis 50 ans, les Juifs parlaient déjà le français. Donc, il y a eu vraiment un travail de division, un travail de séduction, qui fait qu'aujourd'hui, les Juifs ont une façon d'être marocains qui est la leur, qui ne rentre pas tout à fait dans les cases de l'imaginaire qu'on se fait d'un Marocain, mais qui, j'espère, est valable et n'a plus à être questionnée. Et vous nous raconterez ça bientôt, j'espère. Et Kim Thuy, est-ce que vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit? Ou sinon, j'avais une question, j'imagine, sur ce qu'a dit Beata, sur la tonalité peut-être, parce qu'on sait que le vietnamien est une langue extrêmement tonale. Mais si, voilà, moi c'était une question, mais si vous avez d'autres remarques par rapport à ce qui vient d'être dit, allez-y. Oui, bien sûr, je peux vous faire des tons, hein, juste pour que vous l'entendiez, et on peut vraiment faire des grandes erreurs juste avec les tons, soit, bon, alors, ma. Alors, ma veut dire fantôme, ma veut dire maman, ma veut dire mais, ma veut dire pierre tombale, et ma veut dire cheval. Donc, si vous vous trompez, vraiment, c'est ça, on peut appeler sa maman cheval. D'ailleurs, mon conjoint, quand on a travaillé au Vietnam pendant quelques années, et lui, il est québécois, francophone, voilà, depuis des générations ici, et il est retourné au Vietnam et il croyait qu'il maîtrisait un peu le vietnamien, du moins pour aller au restaurant, et il voulait demander directement au serveur du poivre. Et ce qu'il a dit, c'était vraiment urine, quoi. Et c'était Théo, Théo. Vous entendez la différence? Donc, Théo, Théo. Et il disait à ce serveur, Théo, Théo, Théo. Et le serveur ne comprenait pas. Et dans ces années-là, il n'y avait pas beaucoup d'Occidentaux au pays. Et donc, il disait, mais les Blancs, ils demandent des choses vraiment étranges, comme ils ont des pratiques différentes que les nôtres. Et donc, ils m'ont demandé. Évidemment, je voyais l'erreur, mais je voulais les laisser s'amuser un peu, juste pour voir ce qui allait se passer. Mais oui, donc la musicalité de la langue, je crois, transforme aussi la façon qu'on voit, et le fait que la langue vietnamienne soit basée sur des idéogrammes et des pictogrammes du chinois, je crois que je réfléchis encore en images, même en français. Et donc, on me dit souvent que j'écris plutôt des images que des histoires. Alors, tout à fait, il y a une grande influence. Et d'ailleurs, quand on a deux, trois, comme nous tous aujourd'hui, des cultures différentes, je crois que ça devient fusionnel. Et c'est pourquoi la première fois que j'ai rencontré le mot rebelle, je pensais que ça voulait dire belle de nouveau. Parce qu'en vietnamien, on peut perdre sa beauté. Et donc, je me disais, le français donne la rédemption de la beauté, mais je n'avais pas séparé, je ne savais pas que ça venait de deux cultures différentes. Pour moi, c'était une pensée. Et donc, j'ai écrit tout un texte sur la rédemption de la beauté avec le mot rebelle. Et puis, j'ai eu 0. Voilà. Est-ce que ça vous inspire, Myriam Alaoui, ce que vient de dire Kim Thuy? Non, ça me fait beaucoup rire. Je serais totalement incapable d'apprendre le vietnamien, la ma, c'est pas possible. Et justement, enfin, il y a une phrase d'un très beau texte, il y a un très beau texte de Aaron Appelfeld que vous connaissez peut-être, Le garçon qui voulait dormir. C'est tout un roman sur la langue maternelle. Et c'est un homme qui traverse l'Europe et qui a besoin de dormir pour retrouver, enfin c'est après la Shoah,
qui a besoin de dormir pour retrouver dans son sommeil le son de sa langue maternelle. C'est là où elle apparaît. Et Aaron Appelfeld fait dire à son personnage « On ne peut s'exprimer comme il faut que dans sa langue maternelle ». Est-ce que ça résonne? Comment ça résonne en vous, ça, Beata, Kim Thuy, Myriam, c'est un peu, ou Abigail, c'est un peu différent votre rapport, mais est-ce que c'est quelque chose qui résonne en vous, cette phrase? Oui, moi c'est vrai que quand j'ai lu les livres d'Aaron Appelfeld et que j'ai vu son histoire aussi, parce que concrètement, c'était bon, il venait d'une famille où on parlait plusieurs langues, mais sa langue maternelle c'était le yiddish. Mais il parlait aussi l'ukrainien avec les domestiques, il parlait aussi l'allemand, et quand ses parents sont tués, lui va, à l'âge de 7 ans, se cacher dans les forêts, traverser pratiquement une partie de l'Europe en se cachant, et en parlant ukrainien pour se faire passer pour un non-juif. Et ça m'a beaucoup parlé parce que moi, pendant le génocide, ce qui s'est passé, c'est que quand les tueurs sont arrivés, ils ont vu que j'étais métisse, donc ils ont dit « il y a une blanche ». Et à ce moment-là, j'ai décidé que je ne parlerais plus le Kinyarwanda et je leur ai uniquement parlé en français en disant « mais je suis française, mon père est français », ce qui n'est pas vrai, mon père était polonais. Et si vous me tuez, la France est votre ami, le gouvernement français de l'époque, l'armée française de l'époque soutenait le pouvoir génocidaire. Si vous me tuez, Mitterrand va être en colère et donc vous ne pouvez pas. Et donc c'est cette langue qui... c'est pas valeureux pour le français, pour la France, mais c'est cette langue qui m'a sauvée. Et donc, cette histoire d'Aaron Appelfeld, mais de la même façon que... Cette façon qu'on a eue pour survivre, de cacher, d'oublier notre langue maternelle. Je pense aussi à Jean... Je pense que c'est Jean Améry qui, quand il était voilà, ne pouvait plus parler l'allemand quand il était en Belgique. Ça fait qu'une fois que tu es tiré d'affaire et que tu as survécu, tu as l'impression d'avoir un peu trahi ta langue maternelle. Mais tu sais pourquoi, alors tu sais qu'elle te pardonne, mais alors tu veux la chérir encore plus quelque part. Et cette idée de, voilà, enfin toutes les personnes qui sont parties en Israël, et ils le racontent très bien, hein, comment ils apprennent l'hébreu, presque manu militari, et il faut rentrer de force dans cette langue pour devenir un nouvel homme, mais la langue maternelle, hier je disais que c'était une langue amniotique, quelque part, elle reste... on sait qu'elle ne nous a pas protégés, on sait qu'on a dû la renier pour survivre, mais elle reste l'origine, quoi. Pour moi, les langues, en fait, mes 3 langues d'usage sont l'arabe, le français et l'anglais. Et en fait, je les utilise dans différents contextes. Quand je sais pas moi, on va dire, j'ai envie d'écrire un texte, je suis traversée par quelque chose, il faut que je m'exprime, ça va être le français, je vais plonger dedans, je vais avoir la musique, le rythme, voilà, je vais partir poétiquement dans la langue. Quand j'ai envie de, par exemple, si je suis à un moment où j'ai besoin de, je sais pas, de réconfort, de me sentir bien, de me sentir en sécurité. J'aime bien quand je suis allongée et que j'ai des gens qui parlent autour de moi en arabe. J'ai pas besoin de participer, mais juste le fait qu'eux soient là, qu'ils discutent entre eux, ça me berce et ça me met dans une zone de confort. Quand je m'énerve, évidemment, c'est l'arabe. Que c'est bien brut, c'est chargé, donc ça y va. Après, l'anglais, ça va être une langue que je vais utiliser pour, je sais pas, pour dire des choses directes, pour aller droit au but, pour exposer un point... Être efficace. Oui, c'est vrai, mais c'est une forme d'efficacité qui n'est pas qu'efficace. Elle a aussi, il y a beaucoup de mots qui sont extrêmement simples et extrêmement percutants. C'est-à-dire que l'anglais ne s'embarrasse pas de complexité. Il a envie de dire, voilà, il y a un truc qui s'appelle Google qui est sorti, je vais le googler. Et donc, Uber, je vais prendre un Uber, c'est pas je vais prendre un Uber, c'est je vais Uber. Et donc c'est beaucoup plus simple, c'est plus voilà, et puis après c'est aussi, ça dépend du contexte dans lequel je vais être ou le contexte culturel, mais chaque langue a vraiment un espèce de registre émotionnel ou situationnel différent.
Kim Thuy, vous êtes d'accord avec tout ça? Moi, j'ai deux langues maternelles, mais les deux sont, je les connais les deux vraiment imparfaitement, c'est-à-dire autant le vietnamien que le québécois. Euh, Parce que, ben voilà, parce que je réussis toujours pas à bien maîtriser, même après 42 ans, je fais encore des fautes assez grossières en français. L'anglais, je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais avocate, donc c'est vrai, un peu comme toi, Myriam, quand j'utilise l'anglais, je suis là pour négocier, quoi. Je deviens très dure et ouais, une femme d'affaires. Alors que donc le vietnamien est vraiment utilisé à la maison. Et aujourd'hui, un peu ce que Beata a dit, c'est une langue que je chéris tout simplement parce que c'est la langue du pays rêvé, d'un pays qui n'existe plus, un pays duquel on s'est enfui, mais voilà, qui est figé dans le temps. Alors que le français, pour moi, c'est une langue d'amour. C'est la langue qui m'a donné ma deuxième vie. Et, et que le Québec et les Québécois m'ont offert une liberté extraordinaire. Le regard qu'ils m'ont donné, le premier regard quand je suis arrivée ici, était rempli d'amour, rempli d'affection, alors qu'on arrivait dans un camp de réfugiés, voilà, dégueulasse. Et parce que ces gens-là parlaient le québécois, dont je n'ai pas... ouais, je suis tombée amoureuse de ces personnes-là. Et donc, quand on est amoureux, ben, on veut apprendre la langue de l'autre, la culture de l'autre. Et donc, le français est une langue d'amour pour moi. C'est une langue de liberté. C'est une langue de possibilité. Et quand j'écris, vraiment, mon seul but, c'est de partager la beauté de nous, la beauté des situations. Et dans ce cas-là, je ne peux pas utiliser une autre langue que la langue d'amour, ma langue d'amour qui est le québécois. Voilà. Abigail, oui. Je me permets de rebondir sur le fait que tu dises, Kim, que tes deux langues, tu les connais imparfaitement. Moi, j'ai remarqué que, alors que le français est vraiment ma langue maternelle et que je pas de problème à me maîtriser, je fais pas de fautes, j'ai pas l'impression de manquer de vocabulaire, il y a une partie de moi qui a toujours l'impression que cette langue ne m'appartient pas, que je dois la conquérir et que je sais toujours moins de mots que d'autres personnes, que j'ai sûrement fait une faute, et puis après je vérifie, je n'ai pas du tout fait de faute. Et c'est comme si j'avais pas fini de m'approprier le français, peut-être parce que je l'ai appris en dehors de la France et dans un contexte d'ambivalence identitaire. Et donc le français, il est à la fois en moi et à la fois à l'extérieur de moi, et c'est toujours un va-et-vient entre si c'est ma langue ou si c'est une langue autre. Oui, on pourrait encore évoquer longtemps ce sujet, enfin sur ce que disait Abigail. Tu parlais, quand on s'était parlé au téléphone, de la langue de deuxième main, le français de deuxième main en Belgique ou au Québec. Beata? Mon tout premier livre, vraiment en introduction, donc c'est dès le départ, quand j'ai osé entrer en littérature, je me suis dit, il faut que je dise d'où je parle, et je commence en disant... J'ai appris le français avec les Belges et l'anglais avec les Canadiens, ce qui m'a toujours donné l'impression de parler des langues de seconde main, mais en disant que en fait, c'est tellement plus confortable parce que, contrairement à ce que tu disais, Abigail, moi, j'ai pas l'impression que je dois conquérir le français de Paris. Enfin, c'est vraiment quelque chose où je ne me sens pas... intimidée par le français, non que je le maîtrise absolument, loin de là, mais qu'il m'est arrivé par des Belges qui ne me racontaient pas et Molière et l'Académie française, etc., qui avaient une certaine humilité par rapport à la langue, qui avaient un accent dont les Français se moquaient, qui, en plus, certains d'entre eux parlaient le flamand et ne se comprenaient pas entre eux. Donc tout ça, ça fait que je suis assez tranquille par rapport à ça. C'est intéressant de voir à quel point l'élasticité de la langue dont tu as finalement bénéficié crée en toi donc ce confort. Et en fait, tu es complètement lié à l'histoire et à quel point la grande histoire pour moi a créé cet inconfort parce que j'ai rencontré le français à travers les colons. Ouais, c'est passionnant. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On a 2-3 minutes. Je ne vois pas très bien.
Oui? Quelqu'un a levé la main ou pas? Non, il n'y a personne, hein? Non? Vous avez demandé le micro, madame, non? Non, mais alors, si on va continuer, on a encore 2-3 minutes, du coup, si vous n'avez pas de questions. Moi, j'en ai encore pas mal. Donc, du coup, quand Beata, vous parliez de la reconstruction aussi de soi à travers une langue, en fait, dans ce que vous avez écrit, ce que vous disiez, c'était l'importance de se raconter de son point de vue, en fait. Ça permet de se réapproprier son histoire. Oui, je pense que c'est... mais quelque part, c'est un peu... Enfin, quand on devient romancière, écrivaine, il y a cette idée de faire entendre, alors pas chez tout le monde, mais je pense que ça nous porte pas mal quand tu choisis le personnage d'une prostituée. Enfin, il y a cette idée de faire entendre des personnes ou des voix qu'on n'entend pas d'habitude, et on sait bien à quel point c'est important de pouvoir se raconter, être entendu quand on est... on vient d'une histoire qui a été trop longtemps tue ou mal racontée. Enfin, je ne vais pas vous servir l'éternel cliché de la phrase de Camus. Vous savez, quand on rajoutait au malheur du monde, mal nommer un objet, c'est... Mais il y a un peu de ça quelque part. Et le tout est de trouver... moi, je dis toujours, c'est important de dire d'où l'on parle et d'être assez honnête par rapport à ça. Et donc, mais en même temps, enfin, en venant à cette rencontre, et je ne sais pas si c'est votre cas, je me disais, mais enfin, je crois que je vous l'ai dit, Christine, enfin, je ne me dis pas... Enfin, il y avait Néhémie hier qui disait, je ne me lève pas le matin en me disant je suis noire. Je ne me mets pas à écrire en me disant je suis en train d'écrire en français. La question s'est posée au début, et puis une fois que ça a été évacué, et bien voilà. Donc quelque part, ça serait bien aussi, on est bientôt à la fin de ce congrès, de se dire que voilà, les choses se sont dites ici, on a dit qu'on écrivait en français, et puis on n'en parle plus, en fait. Bien sûr. Hein, ouais. Et ensuite, on passe la main aux traducteurs et aux traductrices, et puis... Et aux lecteurs qui s'emparent des textes. Vous savez, il y a cette petite histoire de l'écrivain David Foster Wallace. C'est un discours qu'il faisait dans une université américaine, et il raconte cette histoire, c'est deux jeunes poissons qui sont dans l'eau. Et ils nagent, et ils rencontrent un vieux poisson qui leur dit « Ça va les gars, l'eau est bonne ?» Et l'un des deux poissons regarde l'autre et lui dit « C'est quoi l'eau ?» Et j'aimerais bien peut-être qu'à un moment donné, on se trouve comme des poissons dans l'eau et qu'on n'ait plus à se poser la question de l'eau, de cette langue, et que juste on se pose, on soit dans cette eau, on nage, on se rencontre, et puis on n'a plus à justifier d'écrire en français, comme on n'a plus à répondre à la question « Mais tu viens d'où vraiment ?» Oh, mais je vais ajouter je vais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, Beata, c'est qu'au Québec, parce qu'on est au milieu d'un continent, la partie nord-américaine est tellement anglophone que c'est vrai, au Québec, on doit insister un petit peu. Sinon, c'est trop facile de dire, voilà, il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices d'ailleurs qui choisissent d'écrire directement en anglais pour avoir accès à un plus grand marché que d'écrire en français. Parce qu'au Québec, on n'est que un peu plus de 8 millions. Et il y a des poches de francophones dans le Canada anglais, mais c'est tellement disparate que voilà. Donc, oui, ici au Québec, voilà, on doit insister un tout petit peu. Ben merci à toutes les quatre. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Myriam ou Abigail? Non. Voilà. Merci et merci Kim Thuy. Bonne journée à Québec, à Montréal, et à bientôt. Voilà, merci à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.